Donc, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sandra Châtelain, je suis neuropsychologue au centre hospitalier de Bienne et puis en institution. On est aujourd'hui ravis de vous présenter en fait nos réflexions sur ce thème assez touffu justement et sur l'outil qu'on vous propose et qu'on propose aussi de développer avec vous. Je m'appelle Vincent Verdon, je suis en très grande partie neuropsychologue au réseau hospitalier neuchâtelois et j'ai quelques autres activités, notamment dans l'expertise, notamment dans l'enseignement, l'activité principale étant au RHNE avec une équipe qui a bien grandi, qui est maintenant autour des 20 personnes. Je me permets de resaluer tout le monde, y compris si on a des collègues outre-Atlantique. Ça fait vraiment plaisir s'ils participent aussi à cette présentation. Je salue toutes les personnes que je connais, que j'ai vu se connecter, et celles que je ne connais pas, que je salue également, avec le plaisir de les accueillir pour cette présentation. Vous êtes inscrit à cette présentation et normalement, vous ne devriez pas être déçus, c'est vraiment pas le but, mais le titre, comme vous le voyez ici, précise aussi bien les choses. Je vous dis ça en préambule, on voulait faire un disclaimer, mais le disclaimer, c'est la clause de non-responsabilité, et en fait, on a toute la responsabilité de ce qu'on va vous dire, et on l'assume. Donc, c'est pas vraiment un disclaimer, c'est plutôt pour vous préciser dès le départ que nous, on travaille chez l'adulte, et donc on va parler d'aspects neurodéveloppementaux, et en particulier du haut potentiel chez l'adulte. Alors, je pense que les gens qui travaillent chez l'enfant seront néanmoins pas déçus, notamment pour toute la partie théorique que va faire Sandra plus tard. Et puis, on a des neuropsychologues qui travaillent chez l'adulte et qui ont eu envie de développer leur propre outil parce que il leur manquait quelque chose et il se trouve que cet outil, il a intéressé d'autres personnes et il nous amène aujourd'hui à vous le présenter. Bien sûr, pas à vous l'imposer, mais à vous le présenter. Et on terminera aussi avec votre avis et votre avis peut-être à moyen terme aussi pour affiner cet outil. Alors, le préambule que je vais faire assez rapidement, on a construit la présentation sous forme d'un article scientifique avec l'introduction, la théorie, les résultats, la discussion. Article qu'on n'a pas écrit ou pas encore écrit pour diverses raisons qui tiennent particulièrement au fait que notre emploi du temps de cliniciennes et cliniciens sont assez chargés, mais pas seulement aussi pour des raisons de recrutement de patients, ce qui n'empêche pas la qualité, à notre sens, des résultats, et puis surtout les réflexions qui vont être des réflexions très qualitative. On va voir quand même des analyses statistiques, mais on va surtout après regarder vraiment ce qu'ont fait les patients et comment on peut l'utiliser en clinique quand on n'a pas forcément de tests statistiques à disposition, puisque c'est moins intéressant dans un bureau face à un patient. Alors, pour résumer brièvement l'historique part notamment de réflexions et de discussions, que ce soit avec Sandra, que ce soit aussi avec Alexia Kandal-Surcher, qui fait partie de mon équipe, qui s'intéressait aussi à cette problématique, qui s'y intéresse toujours, mais qui, pour le développement de cet outil, est parti sur d'autres dossiers, d'autres projets de recherche. C'était le fait que pendant plusieurs années, on a refusé toutes les demandes, on va dire, neurodev adulte, pour schématiser. Neurodev adulte, c'est quelque chose de très large. Là, on se centre seulement sur certaines problématiques. On les refusait parce que on disait c'est pas pour nous, on renvoie plus loin, on renvoie chez des neuropsy de l'enfant, alors que si le patient est adulte, ça a quand même moins de sens, surtout vu la disponibilité aussi de nos collègues neuropsychologues à l'enfant. Et puis, 2018-2019, on a commencé à ouvrir un peu la consultation à ces problématiques neurodéveloppementales. Et on s'est vite rendu compte qu'on nous envoyait beaucoup de suspicions de HP, de suspicions de TDAH, de suspicions de TSA. Alors, je ne vais pas dire qu'on était hyper à l'aise pour le TSA ou le TDAH, mais au moins on avait des outils, il y avait pas mal de littérature, il y avait pas mal de formations à suivre, et donc il n'y avait pas grand-chose à inventer ou à réinventer. Par contre, pour le HP, on était toujours un peu bloqué parce que, à part faire un QI, et encore avec toutes les discussions autour de quelle note de QI, est-ce que c'est spécifique, est-ce que c'est suffisamment sensible, est-ce qu'il faut prendre l'IAG, enfin plein de questionnements comme ça. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un questionnaire? On a fouillé un peu, on n'a rien trouvé, enfin à part 2-3 bribes. Donc on s'est dit, on va essayer de le construire nous-mêmes. Et puis en voulant le construire nous-mêmes, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de casser un peu certains biais de désirabilité sociale notamment. Donc c'est comme ça qu'a commencé à être construit ce questionnaire, c'est autour de la problématique HP avant tout. Les problématiques TDAH ou TSA sont arrivées dans un deuxième temps, mais plutôt pour brouiller les pistes. Je vous en parlerai après dans le côté méthodologique par rapport aux éventuels biais de réponse. Donc, ce HTTP, au départ, comme aujourd'hui, c'est un outil développé pour essayer de minimiser ce biais de désirabilité sociale. Être HP, ça peut
être désirable, ça peut être valorisant, c'est passablement médiatisé également. L'idée, c'était d'avoir un outil type questionnaire, quand on peut en avoir plein dans notre pratique clinique, c'est-à-dire un questionnaire qui peut apporter des arguments supplémentaires en faveur ou en défaveur d'un haut potentiel, pas de manière unique, mais avec l'évaluation qui va être faite autour, que ce soit anamnestique ou psychométrique. Et puis, en l'utilisant, on s'est rendu compte que c'était un outil qui n'était pas inutile aussi pour créer un profil, ce qu'on pourrait appeler une structure avec des gros guillemets au cas où il y aurait des psychanalystes dans la salle, une sorte de structure de plainte qui permettent, là aussi c'était pour nous, hein, pour démarrer l'anamnèse, qui permettent d'avoir une sorte de guide d'anamnèse pour cibler peut-être certains points, certaines questions en fonction des réponses du patient en face de nous. C'est vrai que ce deuxième objectif, il était un peu au second plan, et puis finalement, il se révèle pas si inutile, et en montrant des résultats intéressants, y compris par rapport au TDAH. Pour le TSA, on le verra plus tard, on n'a pas eu suffisamment pour l'instant de ce qu'on appellerait des TSA purs. Quand je parlerai de patients purs, entre guillemets, c'est les patients qui n'ont pas les deux autres problématiques, hein, parce que chez les patients neurodév adultes, la comorbidité est souvent plutôt la règle, notamment dans le TDAH. Donc, clairement, c'est difficile d'avoir des patients qui ont, par exemple, un TDAH et rien d'autre à côté. Important aussi, c'est de vous dire ce que le HTTP n'est pas, n'a jamais été, ne sera pas, parce que j'ai eu des collègues qui m'ont demandé ces derniers mois ou ces dernières années, est-ce que tu peux me passer ton questionnaire qui diagnostique le HP ou qui diagnostique le TDAH? C'est pas du tout le but, c'est pas du tout le cas. C'est rare qu'un questionnaire soit d'ailleurs, surtout un auto-questionnaire soit diagnostique. Donc, c'est pas un questionnaire pour diagnostiquer, j'ai mis des guillemets parce que c'est pas un diagnostic, le HP, mais on va essayer de se simplifier la vie au niveau sémantique pour cette présentation. C'est pas du tout un outil meilleur que les autres déjà existants pour diagnostiquer un TDAH, et même chose pour le TSA. Le but n'est pas de diagnostiquer quelqu'un TSA avec le HTTP. Par contre, ce qui a été mis en vert sur cette slide, la pertinence pour définir un profil de plainte est quelque chose d'assez intéressant, en plus des buts initiaux qui est d'apporter des arguments par rapport au HP. Par rapport à l'historique, pour les gens qui ont suivi la journée romande de 2020, c'était le poster qui avait été présenté par Sandra, un questionnaire qui était vraiment sur une étude pilote. Hein, là, on était vraiment au début où on avait construit ce questionnaire. D'ailleurs, à l'époque, on aurait pu l'appeler le HTTP 138 parce qu'au départ, il y avait énormément de questions HP. On a déjà trié dedans pour équilibrer les questions, pour que les analyses, même si elles sont descriptives, aient un peu plus de sens avec un même nombre de questions par échelle. Mais j'y reviendrai bien sûr après. Et puis, on ne va pas du tout vous parler de théorie du TSA ou du TDAH, d'une part parce que ce n'est pas notre spécialité, d'autre part parce que pour du TDAH adulte, je vous renverrai volontiers à l'excellente présentation de Gilles Leros et Marie Préti qu'elles ont faite à l'ARPEM sur le TDAH chez l'adulte. Je pense que si vous leur demandez gentiment, elles vous partagent volontiers cette présentation. Et puis pour les gens intéressés, on a publié, enfin, j'allais dire l'année dernière, cette année, mais il est encore en cours, enfin, il est encore in press, comme on appelle ça, un article qui vraiment s'adresse aux cliniciens de l'adulte qui font du neurodéveloppemental, mais qui ne sont pas des experts dans ce domaine, et puis qui, des fois, ont besoin un peu de trois pistes. Moi-même, j'ai utilisé le contenu de cet article pour une patiente que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, suspicion de TDAH. Il y a notamment aussi un guide d'anamnèse. Si on est déjà ciblé sur la problématique, ça peut aider à identifier les bonnes questions, les questions les plus pertinentes. Il est déjà accessible sur le site NCACN, même s'il n'est pas encore officiellement publié, ce sera pour 2023. Pour les gens peut-être plus visuels, pour vous illustrer très brièvement la démarche HTTP, là, vous avez un jeu de Scrabble, vous avez tiré cette lettre, et l'idée, c'était de trouver des questions qui permettaient de cibler le HP. Le problème, c'est que si on fait un questionnaire qui fasse 20, 30 ou 40 items qui ciblent le HP avec ce biais de désirabilité sociale, on va forcément avoir, même si on inverse certains items, ça ne va pas changer grand-chose, on va forcément avoir énormément de faux positifs. Donc, on s'est dit, on va les mélanger avec d'autres questions qui ont, si possible, rien à voir ou moins à voir avec le HP. Et c'est là où on s'est inspiré de questions sur le TDAH, de questions sur le TSA. Et mélanger tout ça permet de diminuer, c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on vérifie aussi, permet de diminuer énormément ce biais de réponse finalement, parce que c'est très difficile pour des gens non avertis d'aller identifier à quelle question il faut coter haut pour être HP et pas les autres problématiques. Alors, on verra aussi qu'il peut y avoir des gens qui cotent haut partout, puis qui du coup seraient
sur le principe avec des plaintes dans les 3 problématiques. Ça peut arriver, mais en général, ça signe plutôt une tendance un biais de réponse à côté haut plutôt qu'un élément contributif clinique du HTTP. Donc, en mettant tout ça, on a créé ce questionnaire qui est du coup appelé HTTP, et j'ai mis volontairement le H et le P un peu plus en exergue parce que, comme je vous le rappelle, le but de départ est les principaux résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui portent sur le HP, même si on a quelques résultats intéressants aussi par rapport au TDAH. Voilà, donc les objectifs initiaux de 2020 sont toujours les objectifs actuels. C'est de réussir à appréhender au mieux ce qu'on appellerait les symptospécificités du HP, avec des gros guillemets bien sûr, de limiter ces biais, d'éviter cette recherche d'un diagnostic médiatisé. Ça peut valoir pour le HP, mais pas seulement. Le TSA est aussi un diagnostic des fois médiatisé qui peut amener à certaines suspicions. Ou la recherche d'un diagnostic plus acceptable, le patient qui a déjà 3-4 gros problèmes psychiatriques et où on nous l'adresse pour une suspicion de TDAH, parce que peut-être que comme ça expliquerait mieux ou ce serait plus facile à prendre en charge. Donc, c'était aussi un des objectifs de ce HTTP. Et puis, comme je vous disais avant, le profil spécifique pour guider l'anamnèse, HP en premier lieu, mais peut-être pas seulement, et puis soutenir ce processus de réflexion clinique dans la démarche diagnostique. Voilà pour le préambule, histoire que vous sachiez de ce dont on va parler, que vous ne soyez pas déçus à la fin qu'on n'ait pas abordé certains points. On peut toujours les aborder dans la discussion, bien évidemment. Je laisse la parole à Sandra pour vous parler un peu plus de la théorie, en tout cas de la théorie qu'on a relevée et qu'on a gardée par rapport à cette problématique. Voilà, donc on s'est lancé dans des lectures sur la problématique, qui est vraiment un sujet extrêmement touffu, avec beaucoup d'avis différents, beaucoup d'avis divergents. On s'est essayé à résumer tout ça, mais on l'a résumé aussi un peu sous notre perspective, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on en a gardé, qu'est-ce qu'on a trouvé intéressant. Ça veut dire aussi que si vous avez lu d'autres choses, si vous avez d'autres modèles à proposer ou d'autres définitions à proposer, on est vraiment tout à fait preneur, on est vraiment dans une démarche ici de partage, où on a envie aussi de construire et d'utiliser vos compétences, si vous êtes bien d'accord de nous les donner. Donc, déjà, voilà. Donc, déjà, quelques définitions pour illustrer à quel point le domaine est large et à quel point les définitions sont différentes selon les auteurs. On a tout d'abord les toutes premières définitions qui datent d'il y a une bonne centaine d'années, où on parle du fait que la mesure du QI, c'est suffisant pour déterminer si un enfant est HP ou pas. Un peu plus proche de nous, Subotnick et collaborateurs ont une vision beaucoup plus large du HP, puisque pour eux, il est important de considérer en fait la douance, comme ils appellent, si on reprend ici le terme en anglais, donc la douance qui reflète les valeurs de la société, qui se manifeste en général peut se manifester sur des domaines qui sont spécifiques. Donc, ça ne reflète pas forcément le fonctionnement global d'un individu, mais ça peut refléter aussi certains domaines où l'individu montre des réalisations qui sont particulièrement brillantes. C'est aussi le résultat pour eux d'une interaction entre plusieurs facteurs. Il y a les facteurs biologiques, mais il y a aussi les facteurs pédagogiques, psychologiques, psychosociaux, environnementaux. Et puis, pour eux, ça peut concerner des performances qui sont excellentes et pas forcément des performances qui sont absolument extraordinaires. Encore un peu plus proche que nous, Colbert et Gauvry, qui ont aussi passablement étudié le sujet, relèvent quand même l'intelligence. C'est souvent l'élément central de la majorité des domaines. Qu'on parle de HP dans haut potentiel, il y a le mot potentiel, donc on parle de personnes qui pourraient accomplir des réalisations exceptionnelles. Mais ces auteurs relèvent également qu'il y a passablement de divergences au niveau des particularités qui sont traitées par les auteurs et puis des différents seuils aussi qu'on peut prendre en compte. Et puis, encore une fois, justement, ces auteurs reflètent que le domaine est extrêmement touffu. On est passé d'une définition très simpliste, comme on l'a vu, cette première définition de 1925, à de multiples définitions qui montrent à quel point le domaine est touffu, à quel point les avis sont aussi partagés. Le problème de la définition du HP, il est quand même à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on a beaucoup parlé d'un dépassement au score, au test d'intelligence, notamment au QI,
Et ça, c'est bien pratique, notamment en recherche, parce que c'est une donnée qui est objective, mais pour beaucoup de cliniciens, c'est quelque chose qui paraît trop simpliste. Par exemple, pour Bautson, il n'y a pas de définition universelle du HP, parce que pour cet auteur, en fait, c'est une construction sociale qui dépend donc du contexte culturel de la personne, de son contexte aussi historique et social. On a passé un petit peu trop loin là. C'est pas grave, on est un peu en multitâche, donc on revient juste en arrière. Attends, reclique ici, voilà. Tac, et voilà. Donc voilà, on est sur cette définition de Bautson qui voit vraiment le HP comme quelque chose de multidimensionnel. La conception très vague du HP, c'est ce qui nous pose aussi problème en tant que cliniciens et cliniciennes, c'est que ça rend complexe l'identification des personnes HP. Et puis, un peu pour souligner en fait l'importance des performances intellectuelles et en même temps le fait qu'on se centre aussi beaucoup dessus, cette fameuse revue systématique de Rhine et Bishop faite en 2015 montre, je ne vais pas vous détailler les indicateurs qu'ils relèvent, mais ils relèvent notamment beaucoup d'indicateurs parmi les différentes études qu'ils ont explorées. Et si on voit le détail de ces indicateurs, eh bien, ça reflète beaucoup le domaine académique. Donc voilà. Si on s'essaye quand même à résumer ces différentes représentations du haut potentiel intellectuel, un peu aussi au fil des générations, eh bien, certains auteurs ont pu identifier quatre vagues de modèles, donc 4 vagues de de représentation en fait du haut potentiel. Il y a tout d'abord la première vague qui voit le haut potentiel comme une caractéristique globale de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle naît au potentiel, elle décède au potentiel. Le haut potentiel concerne l'ensemble de la sphère cognitive et puis se mesure sur une dimension qui est la dimension d'intelligence. Un peu plus contemporaine maintenant, les vagues suivantes de modèles. On a par exemple la deuxième vague de modèles qui, dans ce cas-là, ne voit pas le HP comme une caractéristique globale de la personne, qui caractérise le fonctionnement global de la personne, mais plutôt par des domaines où elle peut se montrer excellente, et pas dans tous les domaines. Et dans ce cas-là, on va parler de zones de haute potentialité. La troisième vague, qui est la vague systémique, qui voit en fait le HP comme l'interaction entre plusieurs composantes. Donc l'intelligence n'est pas l'unique composante à prendre en compte. Il y a aussi d'autres aspects, comme on va pouvoir le voir plus tard, même si c'est encore à discuter et très ouvert encore la question, hein, mais d'autres aspects tels que la persévérance, la créativité et des traits de personnalité plutôt qui tirent sur le côté ouverture. Et puis enfin, la quatrième vague, qui est une vague développementale, qui du coup postule que le talent n'est pas inné, il se développe. Et il dépend d'une trajectoire individuelle qui est sensible au contexte de la personne. Certains auteurs aussi se sont essayés à résumer les divergences qu'il y avait entre les différentes conceptions du HP, puisque pour eux, les nouveaux modèles n'ont pas rendu caduques les anciens modèles et ils se sont essayés en fait à regrouper en fait les divergences de conception qu'ils ont appelées tensions. Et ces tensions, en fait, sont pour eux regroupées en 3 domaines principaux. Je ne vais pas forcément tous les détailler parce que peut-être que je vous perdrai un petit peu, ce serait un peu poussif ou un peu lent, mais le message principal qu'on voudrait faire passer, c'est qu'il y a des tensions sur ce qu'est le HP, donc la dimension dite ontologique. Si je prends par exemple en exemple une des 3 puces, mais ce serait par exemple qualité versus quantité, c'est-à-dire, désolé, j'admets des gens en même temps, donc je suis vraiment multitâche. Donc, qualité voudrait dire que les personnes HP se différencient du reste de la population qualitativement, donc fonctionnent qualitativement différemment, versus quantité, c'est-à-dire que les personnes HP ne fonctionneraient pas qualitativement différent du reste de la population, mais se situerait plutôt à l'extrême d'un continuum, donc plutôt sur la variable quantitative. Il y a aussi l'aspect, la dimension, le domaine épistémologique, qui est plutôt de comment est-ce qu'on identifie les personnes HP. Est-ce qu'on fait des tests d'intelligence ou est-ce qu'on s'intéresse vraiment à leur réalisation tangible?
Par exemple, chez un adolescent, ça pourrait être de grandes facultés à réaliser des rédactions extrêmement bien argumentées, avec un niveau d'abstraction important, etc. Il y a aussi justement les approches plutôt nomothétiques qui postulent en fait que les manifestations du HP suivent des lois générales et universelles versus les approches plus idiographiques qui postulent que ces fameuses manifestations, elles suivent aucune loi et puis chaque individu se développe de manière singulière. Et enfin, la dernière dimension regroupement de tensions, mais que fait-on, que propose-t-on avec ces personnes HP? Qu'est-ce qu'on fait avec elles? Il y a par exemple certains auteurs qui postulent qu'il faut repérer des enfants doués parce que ce sont des enfants qui ont des besoins pédagogiques particuliers, versus d'autres auteurs qui postulent qu'il faut plutôt développer le talent chez tous les enfants plutôt que de cibler une seule population. On voit aussi un peu dans le même acabit la dimension où on aimerait favoriser l'excellence, donc développer l'excellence chez les personnes pour leur donner aussi une chance de contribuer de manière un peu plus avancée, par exemple aux réflexions sur la société, donc une chance de faire avancer en fait la société de par leur réalisation, versus l'équité qui présume qu'on va plutôt chercher une égalité de traitement chez toutes les personnes et pas forcément essayer de favoriser le développement de certains talents pour une frange de la population. Alors, si on en vient maintenant au modèle, donc on a pris connaissance de passablement de modèles qui nous paraissaient intéressants. Il a fallu aussi qu'on fasse une sélection et voici les modèles en tout cas qu'on a trouvés. Donc on a sélectionné 3 modèles. On voit qu'ils se recoupent passablement parce que ce sont plutôt des modèles qui sont issus de la 2e, 3e et 4e vague. Et ils se recoupent pour certains aspects, ils sont différents pour d'autres aspects. Et c'est là aussi, si par exemple vous avez d'autres modèles que vous utilisez ou que vous trouvez intéressants, alors on est vraiment super preneur de pouvoir en prendre connaissance. Le premier modèle qu'on a trouvé très intéressant, c'est le méga modèle de Subotnick et collaborateurs. Alors, à savoir que ce modèle, en fait, a été mis à jour par Prekel et collaborateurs en 2020. Sauf qu'on a trouvé que le modèle de Subotnick était plus lisible, peut-être plus concret, et qui, en tout cas, il permettait de retranscrire un message qui nous paraissait adéquat. Et on vous laisse alors volontiers les références si vous voulez voir cette mise à jour du modèle de Prekel et collaborateurs, mais nous, on voulait plutôt vous présenter celui-ci. Donc, c'est un méga modèle, hein, donc un modèle avec beaucoup de composantes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes, mais je voulais quand même souligner quelques lignes pour un petit peu s'imprégner de ce que ce modèle-là, en fait, veut transmettre comme message. Tout d'abord, la ligne B. Voilà, j'ai admis d'autres personnes. La ligne B, en fait, où on voit tout l'aspect transitionnel du développement du talent, ou en tout cas de réalisation excellente. Je voulais aussi préciser que c'est un modèle qui est domaine spécifique. C'est-à-dire qu'il va présenter en fait le potentiel et réalisation d'une personne dans un domaine spécifique, pas forcément dans un domaine global, ce qui peut être intéressant puisqu'on pourrait, pourquoi pas, cumuler plusieurs fois ce modèle pour différents domaines chez une personne pour avoir ensuite une constellation d'informations. Donc, si on s'attarde premièrement sur cette ligne B, on voit qu'on commence avec le potentiel, c'est-à-dire que la personne, elle a des habiletés, ligne C, qui sont dans un domaine particulier. Ce potentiel ensuite se transforme en réalisation concrète, tangible, et puis ensuite se développe en ce que les auteurs appellent éminence, que moi j'avais envie de traduire peut-être un tout petit peu plus simplement l'excellence en fait dans le domaine en question. Forcément, ces réalisations dépendent de caractéristiques de l'individu, et c'est la ligne C. Donc, on va commencer par des habiletés qui sont plutôt assez développées pour justement pouvoir performer dans le domaine en question. Ces habiletés-là vont se transformer petit à petit en compétences qui vont évoluer vers de l'expertise et puis vers justement le dernier aspect qui est donc l'excellence dans l'expertise.
On voit aussi qu'apparaissent dans ce modèle-là l'aspect de créativité. On va y venir un petit peu plus tard, donc je ne détaille pas trop les Little C et Big C, donc je vous propose de ne pas trop le détailler. J'avais encore aussi envie de m'attarder sur la ligne F, qui est plutôt le côté engagement en fait dans le domaine, le côté motivation, le côté ce qui va amener en fait la personne à persévérer, à développer des techniques, à développer des connaissances dans ce domaine-là. Donc elle va tomber amoureuse du domaine, se prendre de passion pour ce domaine-là. Elle va ensuite développer des techniques, développer des connaissances pour au final créer son propre style de niche, donc sa propre manière de percevoir les choses et pourquoi pas ensuite de le faire de manière originale pour l'amener ensuite aux autres personnes qui s'intéressent à ce domaine-là. C'est aussi un domaine qui contextualise ses réalisations. Donc, on le voit avec l'aspect G qui sont les limites. Donc, quelles sont les limites au niveau psychologique et au niveau des facteurs externes qui pourraient du coup freiner ou empêcher ces réalisations et quels sont les facteurs favorables sur les mêmes plans. On vous met volontiers aussi les légendes, hein, les différents A, B, C, D, E, F, G, H, qu'on n'a pas mis dans notre présentation, mais qu'on vous mettra aussi dans la présentation finale. Comme ça, vous pourrez vous plonger un peu plus sur ce modèle-là, si vous le voulez. Le deuxième modèle que l'on trouvait intéressant, parce qu'il est synthétique en fait, c'est ce fameux modèle synthétique développé par Brasseur et Kusch. C'est un modèle qui est aussi intéressant parce qu'il est vraiment issu de l'accompagnement des personnes HP. Il a surtout comme fonction de pouvoir se représenter la situation de la personne au potentiel pour pouvoir ensuite l'amener à un épanouissement personnel et à un bien-être. Donc, on est plus dans quelque chose d'accompagnement plus psychologique. C'est un domaine qui est aussi fortement centré sur la dimension d'intelligence qui est représentée par la capsule blanche au milieu, qui est la capacité. Et cette capsule blanche, en fait, elle représente plusieurs capacités intellectuelles qui s'écartent significativement de la norme. Donc, on en revient à cette dimension d'intelligence et pas de score seuil, mais en tout cas, le fait qu'il faut pouvoir démontrer des capacités particulières intellectuelles pour pouvoir développer justement un haut potentiel, montrer en tout cas des réalisations que l'on peut attribuer à un haut potentiel. Cette partie capacité, c'est ce que les auteurs appellent, c'est une fonction d'identification. C'est grâce à cette capsule blanche qu'en tout cas les auteurs vont identifier les personnes à haut potentiel. Et les autres composantes du modèle ont plutôt une fonction de contextualisation. Donc on va contextualiser en fait les réalisations de la personne, en tout cas son potentiel, au niveau des facteurs individuels, au niveau des facteurs environnementaux. Et puis, ensuite, il y a la dimension un petit peu plus linéaire, développementale, où la personne va d'abord avoir des habiletés sous-jacentes. C'est très en lien avec les capacités intellectuelles, parce que ça concerne les processus exécutifs, attentionnels, mnésiques, etc., qui vont pouvoir ensuite permettre de développer des capacités intellectuelles qui permettront ensuite les réalisations. Et puis, tout ça pour arriver à des réalisations dans des domaines spécifiques qui justement sont importants pour la personne. Et enfin, le dernier modèle qui nous paraissait très intéressant, c'est le modèle des 3 anneaux de Renzulli et Reis, qui a été encore récemment publié dans un livre en 2021. Il est aussi assez synthétique. Et puis, c'est peut-être une des approches les plus permissives du HP, puisqu'elle se centre bien sûr sur des habiletés qui sont supérieures à la moyenne, mais pour les auteurs, il n'y a pas besoin que ce soit supérieur à 2 écarts-types. Un écart-type leur suffit, donc en guillemets un QI à 115, ça leur suffit, puisqu'ensuite ils considèrent que le HP, c'est l'interaction entre 2 autres composantes, c'est-à-dire la créativité et puis l'engagement dans la tâche. Et là, j'ai parlé de HP, mais les auteurs ne parlent pas vraiment de HP dans ce modèle-là, ils parlent de comportement talentueux. Et ces comportements talentueux vont ensuite s'exprimer dans les domaines qui sont exemplifiés avec la box ici à droite. Voilà, pour cette partie théorique. Bien, après cette partie théorique ciblée et le dernier modèle que Sandra a présenté est celui qu'on reprendra à la fin pour des propositions de compléments au HTTP. Je vais
enchaîner sur l'aspect plus méthodologique de cette présentation sous forme un peu d'article scientifique. Sandra l'a dit, hein, bien évidemment, vous aurez le support de cours, sans les animations et avec un peu plus d'informations qu'on n'a pas voulu mettre dans la présentation. Et puis, bien évidemment, dès la fin de la présentation, vous aurez le questionnaire imprimable directement et puis bien sûr aussi le fichier de cotation automatique qu'on a appelé cotation automatique 2.0 parce que le premier fichier de cotation était un peu fastidieux, pas très ergonomique. Donc là, on a fait un nouveau fichier de cotation qui s'utilise très facilement, sous réserve d'avoir quand même eu quelques informations que vous êtes en train de récolter avec cette présentation. C'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas le transmettre avant la présentation, parce que ça avait peu de sens s'il n'y a pas aussi les explications qui l'entourent et quelques illustrations cliniques. Alors, les inspirations et réflexions, j'en ai déjà parlé brièvement avant. On a pris pour créer ou reprendre plusieurs questions qui touchaient aux trois problématiques, on s'est inspiré de ce qui existait déjà dans la littérature. Alors, pour le haut potentiel, il n'existait pas grand-chose, à part le self-test de Rocamora, si on peut parler vraiment d'un vrai auto-questionnaire, mais il y avait quelques questions qui étaient, dont on s'est en partie inspiré, aussi inspiré pour tenter d'en créer d'autres. Les questionnaires de créativité ou de personnalité, ça on a laissé de côté. Déjà un questionnaire de créativité, c'est plutôt des entretiens semi-dirigés qu'un vrai questionnaire. Et puis les questionnaires de personnalité avaient à ce stade-là pas beaucoup de sens. On verra à la fin avec les propositions pour la suite que ça pourrait être intéressant d'inclure quelques questions tirées de questionnaires de personnalité pour essayer d'identifier certains traits, mais c'est un peu tôt pour vous en parler. On verra ça à la fin. Et puis, on n'allait pas s'inspirer des questions, des échelles verbales, de l'échelle d'intelligence de la Weiss, parce que la Weiss fait déjà son travail qu'on lui demande de faire, donc on n'allait pas reprendre des questions là-dedans. Évidemment, pour le TDAH ou pour le TSA, il y avait une multitude d'outils, donc on s'est inspiré de questions, on a retravaillé certaines questions pour essayer d'équilibrer leur longueur dans le HTTP, d'outils qui sont des gold standards dans le cadre de l'appréciation de ces problématiques. Et puis bien sûr, à côté, on a aussi essayé d'imaginer des questions en fonction de notre petite expérience dans ce domaine. C'est aussi pour ça qu'on sera très intéressé à avoir votre expérience et vos idées à la fin de la présentation. Voilà quelles questions on pourrait poser à quelqu'un qui serait ou est HP, TDAH, TSA. Et puis on a mélangé tout ça et ça donne le HTTP. D'où le fait qu'il a 108 questions parce que il y en a beaucoup, il y a plusieurs sous-échelles dans l'idée, comme je disais au début, de brouiller un peu les pistes et d'éviter un biais de réponse avec quelqu'un qui pourrait repérer un peu à quelle question il faut coter haut pour aller dans le sens du diagnostic. Alors la construction, de façon très schématique, on a imaginé 24 questions, donc ça c'est pour la toute dernière version, la version 108, 24 questions qui touchent au HP. On a voulu à chaque fois avoir deux sous-échelles. Alors bien sûr, pour le TDAH, deux sous-échelles, c'est assez facile. Je pense que vous voyez directement lesquelles on a utilisées. Il suffisait d'ouvrir le DSM ou les critères cliniques. Pour le TSA, même chose. Les deux sous-échelles, c'était aussi facile de les distinguer. Pour le HP, on s'est posé la question de savoir si on ne faisait pas de sous-échelle, mais on a quand même voulu le faire. On a fait une échelle qu'on a appelée plus HPI, donc le haut potentiel intellectuel, qui serait presque un peu une forme de pléonasme. Et puis l'autre sous-échelle, c'est l'échelle émotionnelle. Ce n'est pas l'échelle des hypersensibilités. Il y a quelques questions qui touchent à ça, mais clairement, c'est plus des questions qui vont être partagées éventuellement entre du HP et du TSA. On savait déjà à l'époque que c'était probablement pas l'échelle qui allait être la plus pertinente, mais pour créer deux sous-échelles, on s'est dit, faute de mieux, on va prendre ça. On verra après dans les résultats qu'effectivement, c'est confirmé que l'échelle HPE, elle n'a pas trop d'intérêt. Par contre, l'échelle HPI, elle en a pas mal. On verra ça plus tard. On a aussi essayé d'imaginer des questions auxquelles des gens qui auraient un HP et un TDAH, ou alors, en tout cas, coteraient à peu près pareil sur ces questions-là. Et là, c'était une sous-échelle à 12 questions. Je ne m'attarde pas trop sur les sous-échelles parce que probablement qu'elles vont tomber dans la prochaine version. On voit que c'est surtout les échelles principales, HP, TSA ou TDAH, qui montrent des résultats plus intéressants et ça permettrait d'enlever certaines questions et d'avoir un questionnaire un petit peu plus aéré, un petit peu plus léger à faire passer. On a aussi imaginé des questions qui pourraient porter tout autant chez les problématiques HP que TSA. Et puis bien sûr, des questions, on va dire, spécifiques avec des guillemets pour le TSA sur une échelle
plus sur les stéréotypies, la rigidité, et puis sur une sous-échelle plus sur les aspects sociaux ou affectifs. Et là aussi, des questions qui seraient partagées entre TSA et TDAH. Je vous donne un exemple, je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail des questions parce que vous aurez le questionnaire, il y en a certaines qui ne vont peut-être pas rester dans une prochaine version, mais voilà, si on pose une question, j'ai de la peine à respecter les limites des autres, ça pourrait être une question partagée entre TSA et TDAH. Si on pose la même question, j'ai de la peine à respecter les limites des autres, même si je les comprends très bien, on serait plus sur une question spécifique TDAH. Et puis, si la question c'est j'ai de la peine à respecter les limites des autres parce que je ne les comprends pas, on serait peut-être plus sur une question de l'échelle TSA. Pour vous illustrer un peu la démarche, là c'est un exemple, mais c'est un peu comme ça qu'on a essayé de construire les échelles et le questionnaire. Et puis du coup, le nom du HTTP, il est assez évident. Hein. On a pris simplement la première lettre de chaque problématique, et puis du P de profil. Et puis comme il y avait 108 questions, on n'a pas cherché à faire des grands calculs, donc c'est le HTTP 108. Ça, vous avez les raisons de ce nom un peu cryptique au départ. Alors voilà le questionnaire qui tient en 4 pages. Sur le fichier Excel que vous allez recevoir, vous aurez un onglet où vous pouvez directement imprimer le questionnaire sur 4 pages. Et puis le deuxième onglet avec le fichier de cotation qu'on verra bien sûr en détail plus tard avant les illustrations cliniques. Comme j'ai dit, je ne m'attarde pas sur les questions, d'autant plus que là, on ne voit pas trop à quelle échelle elles se rapportent. C'est justement le but du questionnaire. On a choisi de ne pas mettre de point médian parce qu'il y a des questionnaires où il n'y a pas de point médian, des questionnaires qui mettent ce point médian de ni oui ni non. Mais on s'est dit que si le but, c'est d'essayer d'établir un profil des plaintes, on peut imaginer que tout individu adulte qui vient pour ce genre de problématique pourra répondre dans un sens ou dans l'autre à chacune de ces questions. S'il y a vraiment une question qui ne parle pas du tout à la personne, probablement qu'on est plutôt sur du un peu faux, voire totalement faux. Donc, on a préféré prendre cette option-là pour éviter d'avoir éventuellement trop de gens qui coteraient au milieu et puis avec lesquels on ne pourrait pas dire grand-chose. Deuxième page, troisième page, et forcément avec 108 questions pour que ce soit un peu lisible. Quatrième page. Le système de cotation, il est tout simple. On a voulu un système de cotation à valence positive et négative, c'est-à-dire que le totalement vrai est coté 2 points, le plus ou moins vrai est coté 1 point, plus ou moins faux, moins 1, et puis totalement faux, moins 2. L'idée, c'était d'avoir, on aurait pu mettre de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Ça ne changeait pas grand-chose pour les analyses, mais ce qui est intéressant avec des cotations en négatif, c'est que ça permet après, sur un graphique descriptif, d'avoir parfois des moyennes en fait, de résultats qui sont dans le négatif et qui, du coup, visuellement en tout cas, et cognitivement pour le clinicien qui l'utilise, saute tout de suite aux yeux comme étant une problématique qui ne semble pas, en tout cas pas au premier plan. Mais chose qu'on aurait pu voir, bien sûr, avec une autre échelle, ça ne change pas le fait que c'était une cotation en 4 points. Alors, avant de vous montrer le fichier, voilà les principaux scores qui sont calculés, qui vont donner lieu à des graphiques au profil visuel, au profil descriptif. On retrouve les 6 sous-échelles qui constituent en moyenne l'échelle principale HP, donc qui va faire la moyenne entre la version intellectuelle et la version émotionnelle. L'échelle spécifique TSA, qu'on retrouve d'ailleurs aussi ici, hein, c'est des captures d'écran du fichier. Donc, quand vous ouvrirez le fichier pour l'utiliser, vous tomberez vraiment là-dessus. Vous essayez d'être le plus clair possible. Donc, il va représenter ce score-là, et puis ces 2 sous-échelles, ici, et puis le TDAH qui va représenter aussi ce score-là spécifique, avec ces 2 sous-échelles attentionnelles et hyperactives, impulsives. Et puis les 3 sous-échelles partagées, les 9 échelles que vous voyez là sont constituées de 12 items, et puis forcément, celles-ci, elles sont de 24 items. C'est pour ça qu'on a à la fois un score spécifique, donc c'est vraiment le score que sur l'échelle HP, les 24 items, ou TSA, les 24 items, ou TDAH, les 24 items. Et puis, dans le profil, on calcule aussi un score qu'on appelle global, où on va prendre l'échelle principale et les 2 sous-échelles partagées avec cette problématique. Par exemple, pour le score HP global, ici, on va prendre la moyenne entre le score à l'échelle HP et le score à l'échelle HP-TSA et le score à l'échelle HP-TDAH. Donc, on fait une moyenne entre ces 3 échelles avec comme hypothèse de départ que normalement, si quelqu'un présente la problématique principale, il ne devrait pas être plus élevé sur le score global. On s'attendrait à ce que, par exemple, le HP spécifique soit un peu plus élevé que le HP global chez quelqu'un qui est HP. On verra que c'est
globalement ce qu'on observe chez nos patients. Donc voilà le fichier tel que vous allez le recevoir. Alors là, il est forcément vide, on va voir des exemples quand il est rempli. Je vais voir si le lien hypertexte fonctionne toujours, comme ça vous voyez directement ce que ça donne. Donc le voilà, donc vous avez, pardon, je me suis trompé, c'est le deuxième onglet. Dans le deuxième onglet, vous avez le questionnaire, qui n'est plus qu'à, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et puis dans le premier onglet, vous avez de quoi rentrer les items, vous avez des cotations automatiques qu'on va détailler bien évidemment, mais vous voyez que ce que je vous montre à l'écran, c'est exactement ce que vous allez obtenir en cotant. Le temps de cotation, du coup, avec ce fichier prend, on va dire, 5 minutes. Si vous êtes très doué en focalisation attentionnelle ou vous avez un très grand tampon en mémoire de travail, vous arrivez peut-être à retenir une dizaine de scores sur le profil avant de les reporter là-dessus. Si vous avez un peu moins d'empan, ce sera peut-être 4 ou 5 scores. Donc, en 5 minutes, c'est coté. C'est aussi le but de ne pas passer des heures, comme on peut avoir avec certains de nos outils à côté des résultats. Donc, ici, on va rentrer les scores bruts, vraiment le report des réponses de la personne. Ici, on a, j'en ai peut-être juste ça avant, ça c'était pas dans la première version, mais en fait ici c'est les questions qu'on a là, sauf qu'elles ont été regroupées par problématique. Pourquoi? Parce que le fichier est construit de manière à ce que si quelqu'un cote 2, donc haut, le plus haut possible, le score ici, où là il y a des zéros partout, va passer en rouge. Si la personne cote 1, le score va passer en jaune. Donc ça permet visuellement ici de simplement, en regardant par exemple l'échelle TDAH, s'il y a du rouge partout ou s'il y a du rouge que sur certaines questions, là il y a le numéro des questions, donc on peut se reporter au questionnaire et si on veut aborder cette question avec le patient, c'est beaucoup plus facile à identifier, plutôt que d'aller regarder ici où toutes les questions sont mélangées. Et puis ce qu'on a calculé, c'est un calcul tout récent et on en parlera plus après quand on veut essayer de distinguer un HP d'un TDAH, c'est les items discriminants. On a calculé des différences entre sujet contrôle et HP sur 14 items, qui sont significatifs sur 14 items. Et du coup, ils sont identifiés ici avec un calcul aussi du pourcentage sur ces 14 items discriminants. Et on verra que c'est un score pas inutile, parce que justement, dans des cas un peu particuliers, par exemple un TDAH pur, entre guillemets, qui a une tendance à coter haut partout dans tous les questionnaires possibles, et donc aussi sur l'échelle HP en général, ce pourcentage d'items discriminants permet quand même de faire la part des choses avec quelqu'un qui serait que HP pur, de nouveau avec des guillemets. Donc voilà les 14 items discriminants en l'état actuel. Ici, c'est simplement le résumé, donc ça c'est juste la somme des points, mais on a travaillé avec des pourcentages, donc c'est ce tableau-là, ces ratios, ces pourcentages sur les 12 items ou sur les 24 qui va être reporté dans ce graphique. Alors maintenant que c'est vide, on ne voit pas grand-chose, mais on verra avec des exemples après que c'est beaucoup plus éloquent. Et puis, ici, le dernier graphique, c'est les fameuses synthèses, comme je vous disais avant, qui illustrent les 3 échelles principales spécifiques, et à côté, leur échelle globale qui prend en compte les questions qui sont associées à 2 problématiques en même temps. Donc voilà pour le développement de l'outil. Si vous avez des questions méthodologiques, on peut en discuter à la fin, mais c'est vraiment pour que vous voyez déjà l'idée de départ, la construction, et puis le fait que malgré les 108 questions, malgré le côté qui pourrait paraître un peu fastidieux à côté pour établir le profil, le fichier de cotation permet de l'avoir extrêmement rapidement pour avoir tout de suite sous les yeux de quoi éventuellement guider l'anamnèse, ou alors, si ce n'est pas nécessaire, d'avoir des arguments en faveur ou en défaveur d'une problématique. Je ne l'ai pas dit avant et je crois que j'ai oublié de le mettre à la fin dans les conclusions. À l'heure actuelle, un des problèmes, si on veut parler de problèmes, en tout cas un des écueils du HTTP, c'est que le principe, ce serait quand même de le faire passer avant, puisque c'est censé guider l'anamnèse. On ne va pas faire l'anamnèse à la fin ou juste avant la restitution. Ça paraît assez logique. Mais comme il prend quand même facilement un quart d'heure à remplir, ça voudrait dire que voilà, il faut le donner dans la salle d'attente. Pour les gens qui auraient tendance à envoyer les questionnaires à la maison, que les gens répondent chez eux, le faites pas avec le HTTP, faites-le avec tous les autres questionnaires si vous voulez. C'est quelque chose que non seulement je déconseille, mais que je proscris dans ma pratique et dans celle de mon équipe. Je pense que les raisons pour lesquelles il ne faut pas envoyer un questionnaire à la maison avant sont assez évidentes, donc ce n'est pas le but de cette présentation. Donc l'utilisation avec quelques exemples individuels. Alors bien sûr, quand on prend un exemple individuel, ça paraît super génial, on a l'impression que ça fonctionne chez tout le monde.
Ce n'est pas forcément le cas, mais on a sorti un exemple de chacun de nos groupes pour montrer un peu ce que ça donne comme profil. Puis forcément, on a pris des profils éloquents parce que sinon, ça avait moins de sens. On a aussi des résultats en demi-teinte, des résultats plus difficiles à interpréter. Comme je l'ai dit aussi au début, le questionnaire est encore en phase de... Enfin, il n'est plus en phase de construction, mais il est en phase d'affinage au vu des premiers résultats qu'il montre. Donc, si je vous illustre ici, alors ici, on a l'exemple de LK, qui est un sujet contrôle. Donc, sujet contrôle, c'est des sujets, je viendrai après sur la population, mais c'est des populations tout venantes, on va dire, qui a priori ne sont pas connues pour une quelconque problématique psychiatrique ou autre, en tout cas significative, qui aurait de l'influence sur les résultats. Forcément, la comparaison avec les contrôles sera un peu plus évidente. Vous voyez ici, quand on remplit les scores, comme je vous disais, les scores qui sont cotés haut passent en rouge, les scores cotés à 1 passent en jaune. Et par exemple, ici, pour un contrôle, on n'a pas beaucoup de scores en rouge. On a quelques-uns par-ci, par-là, mais sans plus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'échelle HPI, donc l'échelle qui a montré dans les résultats, je vais vous le présenter après, le meilleur pouvoir discriminant pour identifier, en tout cas argumenter en faveur de HP, elle est très basse. C'est finalement la sous-échelle E émotionnelle qui est plus haute. Et quand on regarde ici le profil spécifique et global, l'échelle HP, elle est au-dessous de 20%, elle est son échelle globale qui prend en compte d'autres questions et d'autres problématiques, et un peu plus haute. Ça, c'est un profil qui n'est pas très HP. Ça veut dire qu'on cote plus haut sur des questions qui sont moins spécifiques à la problématique. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça peut arriver, mais en général, c'est justement le profil qu'on observe chez les non-HP ou chez les non-problématiques en question. Ici, chez un contrôle, finalement, l'échelle la plus haute, c'est les questions partagées entre HP et TSA. C'est pour ça aussi que notre idée, c'est quand même de supprimer ces 36 questions partagées pour aérer un peu le questionnaire, en espérant pas perdre les qualités psychométriques qu'il peut y avoir derrière. Puis vous voyez que là, pour les problématiques TSA comme TDAH, on est vraiment extrêmement bas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un tout petit bout de zone qui sort que ça veut dire qu'il faut s'en inquiéter, d'autant plus qu'on va le voir chez tous les patients, tous les profils individuels, tout le monde a l'échelle TDAH A, donc attentionnelle élevée. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'à peu près tous les patients qu'on voit ont des plaintes attentionnelles. Donc, comme l'échelle TDAH A cible des plaintes attentionnelles, on s'attendait un peu à ce que ça sorte, mais ça sort à moins de 40%. On verra que chez des vrais TDAH, cette échelle, elle sort beaucoup plus haut. Là aussi, c'était un peu attendu. On est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'était une manière aussi de valider on va dire, la méthodologie du questionnaire. Et vous voyez ici que chez cette personne, ce n'est pas le cas chez forcément tous les contrôles. Il y en a qui sont à 14%, mais là, on a 0% d'items discriminants qui sont cotés 2. Parce que oui, le pourcentage, c'est ceux qui sont cotés au maximum. Donc là aussi, un élément en défaveur de HP. Un exemple, et ce sera le seul qu'on pourra vous donner parce que c'est le seul patient TSA avéré qu'on a pu examiner avec le HTTP. Donc, on n'aura pas de résultats de groupe chez les TSA. Par contre, si vous êtes amené à voir des vrais TSA, les TSA avérés adultes, on serait très intéressé, si vous aviez l'envie, de leur faire passer le HTTP et de contribuer à un peu plus de données. Peut-être qu'on pourra faire les mêmes comparaisons de groupe qu'on va faire après, que je vais vous montrer après, entre le HP et le TDAH, entre le HP et les contrôles. On est intéressé à tout patient, parce que pour l'instant, on en a une dizaine par groupe, c'est vraiment pas énorme, mais c'est déjà suffisant pour faire quelques analyses statistiques, donc ce qu'on a fait, qu'on vous montrera plus tard. Donc ici, chez un patient TSA, ce qu'on voit, c'est que les deux sous-échelles TSA sortent beaucoup plus ou un peu plus que les autres. Il y a de nouveau cette échelle HPE émotionnelle avec 2-3 questions un peu d'hypersensibilité qui sort un peu plus haut. Chez un TSA, on peut imaginer que ce n'est pas si aberrant. Les plaintes attentionnelles qu'on retrouve ici. Et puis par contre, quand on regarde le profil général, de nouveau, vous voyez, le HP vraiment spécifique est plus bas que le HP global, donc c'est pas trop en faveur du HP. Le TDAH spécifique est en dessous du TDAH global, ce qui n'est pas trop en faveur non plus d'un TDAH. Par contre, le TSA spécifique est plus haut que le TSA global, ce qui est un peu plus en faveur de la problématique, en l'occurrence du TSA. Donc, entre ce graphique avec les sous-échelles
Et puis ce graphique-là, avec les problématiques spécifiques et leur version globale, on a déjà une bonne vision un peu du profil qu'on essaye de mettre en évidence. Et en imaginant que dans une nouvelle version, on supprime ces 3 échelles-là, ça rend aussi le graphique encore plus lisible, en tout cas un autre sens. On voit que ce patient TSA, il a 14% d'items discriminants, où il cote 2, ce qui n'est pas énorme quand on verra le résultat chez les HP. L'exemple d'une patiente, si je ne me trompe pas, TDAH. Alors ici, on a de nouveau une échelle HPI qui sort, enfin qui paraît sortir, entre guillemets, beaucoup, mais on verra qu'il faut arriver un peu plus haut, pour, en tout cas chez les patients, un autre groupe de patients HP, avec l'échelle E qui est plus basse. Et à nouveau, comme avant, on voit que l'échelle HP, même si elle est un peu plus haute que chez les autres, mais ça, c'est une tendance qu'on a observée. Je ne sais pas si vous avez plus d'expérience que nous avec les TDAH, mais à cette cotation élevée dans à peu près tous les questionnaires, que ça aille de la fatigue à des choses qui ne sont pas forcément en lien avec la problématique, même si la fatigue est en lien avec à peu près toutes les problématiques. Ce qu'on voit, c'est que cette échelle HP, elle sort, mais de nouveau, la version globale sort plus haut, ce qui n'est pas trop en faveur du diagnostic. Pour le TSA, il n'y a que l'échelle globale qui sort, l'autre est à 0 ou négative. En l'occurrence, elle est négative, elle est à -10. Par contre, pour le TDAH, l'échelle spécifique au TDAH sort plus haut que son échelle globale, qui est aussi quand même assez élevée. Donc, de nouveau, un profil assez caractéristique par rapport à la problématique présentée par la patiente. Dernier, ah oui, j'ai oublié, il y a 43% d'items discriminants, donc on peut se dire, ah, c'est quasiment 1 sur 2, c'est énorme. Ça va dans le sens de cette cotation un peu plus, tendance à coter un peu plus élevée chez les TDAH. On n'a pas mis d'item inversé, ça c'était une volonté aussi au départ, peut-être qu'on inversera dans une nouvelle version. Mais 43%, c'est encore assez faible, entre guillemets, par rapport à la moyenne, par rapport à la cotation chez les HP. Et donc, le dernier exemple, ben, c'est l'exemple d'une patiente HP, JA. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment une patiente extrêmement éloquente. Les autres sont aussi assez éloquents, hein, si on prend le profil individuel, mais là, c'est vraiment un profil très, très illustratif. D'autant plus qu'à la fin, on a encore quelques slides, on n'aura sûrement pas le temps, mais au cas où, quelques slides pour une vignette clinique un peu plus approfondie sur cette patiente, si on avait le temps et s'il y avait de l'intérêt. Donc là, on voit que l'échelle HP version intellectuelle sort plus haut que l'échelle E. Ici, elles sont les deux au même niveau. On aurait presque préféré que celle-ci soit un peu plus bas, mais on ne peut pas tout avoir. Et ce n'est pas le but d'avoir des résultats 100% parfaits, sinon ce serait presque de la triche. À nouveau, des plaintes attentionnelles chez tout le monde, sujet contrôle ou problématique non TDAH, et puis les autres échelles qui sont négatives. Et ici, on a plus de 70% d'items discriminants côté +2, d'où l'intérêt quand même de ce score. Alors après, entre-temps, depuis qu'on l'a fait, on a eu encore plein d'idées, d'autres scores qui pourraient être calculés, mais on va aller dans l'ordre. On vous présente ça aujourd'hui. Vous aurez l'outil. Vous allez, si vous avez envie, l'utiliser. J'espère qu'on aura des échanges après, que ce soit après cette présentation, dans les mois qui viennent, pour nous permettre justement de peut-être affiner encore mieux l'outil en étant à plus que 2 cerveaux. Ça marche toujours mieux quand on se met ensemble pour réfléchir à ce genre de choses-là. Donc voilà les 4 profils en comparaison. Donc je ne vais évidemment pas revenir en détail sur chacun des profils qu'on a déjà vu avant, et c'est les mêmes. Mais on voit quand même que ces profils, ils sont extrêmement différents d'un patient à l'autre, même si bien sûr, hein, je l'ai dit, on a choisi des profils éloquents pour illustrer les résultats individuels. Mais si on va chercher les profils individuels de nos autres patients qui seront présentés juste après, on retrouve quand même un peu ces profils-là, et particulièrement la partie gauche de chaque graphique, puisque cette partie droite, comme je vous disais avant, elle va probablement tomber, ou en tout cas elle est moins intéressante à apprécier, parce que justement ces questions sont plus suffisamment spécifiques à une problématique. Mais c'était l'idée de départ, et peut-être que c'est une idée qu'on ne gardera pas pour après. Et là, les graphiques un peu plus globaux, là, je pense que là aussi, visuellement, on voit tout de suite la différence entre ces quatre patients. Les items discriminants, eh ben, voici les 9 items discriminants de l'échelle I. Donc, il y a quand même 5 items discriminants dans l'échelle E, et pour l'instant, on les a gardés.
Ils constitueront peut-être une seule et unique échelle HP d'une quinzaine d'items. Et si on arrive à en trouver aussi 15 discriminants TDAH, TSA, ça pourrait donner une nouvelle version. Ce n'est pas pour demain directement, mais c'est un peu dans les idées de développement pour l'avenir. Alors même si les écarts types sont gigantesques, hein, c'est des vrais traitements statistiques. Alors évidemment, il n'y a pas de distribution normale, on est sur du non paramétrique, donc c'est des une man-Whitney. Et comme pour les contrôles et les HP, on avait plus que 5 personnes, on pouvait utiliser une stat non paramétrique, donc on a comparé ces items, et voilà ceux qui ont été retenus. Ça, c'est les 9 items retenus par l'analyse pour l'échelle HPI, la sous-échelle HPI. Ça, c'est les 5 questions qui sortent aussi des analyses comme étant discriminants pour l'échelle E. Et comme on l'a vu avant, l'échelle E, elle est moins pertinente et ce n'est pas étonnant qu'il y ait, entre guillemets, que 5 items qui sortent. Il y aurait même pu en avoir moins. Là, de nouveau, c'est selon les résultats et selon les analyses. Donc, c'est ces items-là qui sont identifiés dans la feuille de résultats et la synthèse que je vous ai montré avant. Et que je vous remontre là. Donc, on voit l'exemple des quatre patients d'avant, et puis on peut voir directement où ils ont coté 2, mais on peut aussi voir directement quels étaient les items discriminants et le pourcentage où ils ont coté 2 sur chacun de ces items discriminants. Comme j'ai dit avant, entre contrôle et HP, c'est moins utile. C'est toujours un score de plus, hein, c'est toujours ça de prix, mais ça va être plus intéressant entre HP et TDAH. Alors, la population présentée dans les résultats, bien sûr, pour les gens qui se poseraient la question, je ne suis pas en train du tout d'éluder le fait qu'il peut y avoir des patients avec HP et TDAH, hein. Il peut y avoir des patients avec TSA et TDAH, il peut y avoir des patients avec les 3 problématiques, il peut y avoir des patients adressés pour une seule, des patients adressés pour les 3. Enfin, voilà, bien sûr, pour l'instant, on vous présente des résultats problématique par problématique parce que c'était ce qu'il y avait de plus cohérent et de plus éloquent à vous présenter par rapport à l'utilisation de ce questionnaire. Donc, on a une petite dizaine de sujets contrôle, vraiment de la population générale. On a 10 patients avec HP sans argument pour une des 2 autres problématiques. Et on a quand même, ça nous paraît énorme parce que dans notre pratique, on n'est pas confronté tous les jours à des patients TDAH, mais on a quand même 5 vrais patients TDAH purs, entre guillemets, c'est-à-dire sans argument pour un HP ou un TSA. Avec les patients HP qui sont un poil plus âgés que les autres, et puis les patients TDAH qui sont plutôt masculins que féminins, en tout cas dans notre cohorte. Alors ici, je vais bien sûr après détailler le graphique qu'on verra en grand avec les analyses. C'est juste pour vous illustrer que là, on s'intéresse à l'échelle HP et ses 2 sous-échelles. Et on va s'y intéresser chez les TDAH et chez les contrôles. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a des gros écarts types, particulièrement chez les TDAH. Et on voit aussi qu'on a des scores quand même qu'on pourrait considérer comme assez élevés chez les TDAH, même s'ils sont beaucoup plus élevés chez les HP, en tout cas pour l'échelle intellectuelle et globale. Et chez les contrôles, beaucoup moins. Voilà le graphique en grand, qui est beaucoup plus lisible tel quel. Je vous ai mis les p-valeurs hein, sur la statistique paramétrique, et ça me permet de vous illustrer aussi quelque chose d'assez intéressant, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. C'est cette différence entre analyse statistique et clinique, parce que si on regarde juste les résultats statistiques, on a l'impression qu'il y a vraiment des différences partout, et que donc c'est génial, même entre les HP et TDAH, tout va être discriminant. On verra que si on observe plus la distribution des scores et qu'on observe plus les choses de manière qualitative, ce n'est pas si évident que ça. Donc, le fait que la différence soit significative, c'est bien joli pour mettre des p-valeurs, mettre des petites étoiles, c'est significatif, voire pour publier. Et ensuite, dans l'utilisation concrète, en clinique, il faut se méfier de ces différences néanmoins significatives au niveau des traitements statistiques. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment la différence entre ces 3 groupes sur l'échelle intellectuelle. Comme on pouvait l'imaginer sur l'échelle sur l'échelle émotionnelle, pas de différence avec les TDAH, et même si la différence elle est significative avec les contrôles, en fait, dans les faits, elle ne l'est pas vraiment. En tout cas, fixer un cut-off sur cette échelle parce qu'il y aurait une différence significative, ça n'aurait juste aucun sens, mais on le verra plus après avec l'analyse qualitative, un peu plus descriptive. Et puis l'échelle totale, elle maintient cette différence de l'échelle intellectuelle, un peu moindre, parce que forcément, elle est entre guillemets contaminée par l'échelle émotionnelle.
Je reviendrai dessus, bien sûr, après avec cette analyse qualitative. Même exemple, mais cette fois-ci, on s'intéresse à l'échelle TDAH, avec ces deux sous-échelles, avec la même population. Et puis, le graphique, je vais tout de suite vous montrer en plus grand. Ce qui est intéressant, mais là, de nouveau, c'est Captain Obvious, c'est que les écarts types sont très petits chez les TDAH, alors qu'ils étaient beaucoup plus grands avant sur d'autres échelles. Ce qui veut plutôt dire, ou ce qui est un argument pour dire que cette échelle TDAH, elle n'est pas si mal construite, et ça c'est assez évident parce que ce n'est pas vraiment nous qui l'avons construite, en tout cas dans le HTTP oui, mais c'est inspiré d'outils qui sont des outils reconnus comme étant de bons outils pour le TDAH, donc on s'attendait quand même à ce que des questions inspirées de ces outils soient discriminantes. Donc c'est pour ça que le côté discriminant de l'échelle TDAH, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, parce que ce serait presque violer un copyright, vu qu'on a, entre guillemets, piqué ces questions ou l'inspiration à d'autres auteurs qui ont fait le travail avant nous. Mais c'était intéressant quand même, vu qu'on avait 5 TDAH, on pouvait faire un Mann-Whitney, donc de quand même regarder les différences. Et ce que je trouve intéressant là, c'est de voir les écarts types énormes dans la population contrôle et énormes aussi dans la population HP, et beaucoup plus réduits chez les TDAH. Ça correspond aussi à ce que je vous disais avant, c'est que sur l'échelle A, sur l'échelle attentionnelle, il y a un peu tout le monde qui a des plaintes. Alors même si la moyenne des contrôles elle est légèrement négative, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse variabilité, de gros écarts types sur les plaintes. Il y a des patients contrôles qui vont coter pas loin du 50% sur l'échelle attentionnelle. Néanmoins, les TDAH, ils cotent au-dessus de 70%. Donc il y a quand même clairement une différence. Mais il faut se méfier de cette sous-échelle attentionnelle si on ne la prend pas un peu avec des pincettes parce qu'elle reflète des plaintes attentionnelles qu'on a même dans la population générale contrôle. Le graphique en plus grand. Voilà. Et là aussi, de nouveau, méfions-nous de ces différences significatives, même si je n'entrerai pas plus dans le détail après. Sur l'échelle attentionnelle, on n'a pas de différence entre contrôle et HP, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout le monde a des plaintes attentionnelles, mais pas trop de différence entre des non-TDAH. Bien évidemment, les TDAH sont largement plus élevés. Sur l'échelle hyperactivité également, et puis l'échelle totale qui reflète ces deux sous-échelles, on a aussi des différences significatives entre tous les groupes. Alors, si maintenant on va s'intéresser à des comparaisons groupe par groupe, c'est-à-dire HP et contrôle uniquement, et puis ensuite on verra HP et TDAH avec justement le petit bémol des traitements statistiques, des analyses statistiques qui ne peuvent pas être prises comme argent comptant pour discriminer au niveau clinique. Donc c'est la population d'avant, on a juste enlevé les TDAH. C'est les mêmes scores que vous avez vus avant, c'est juste un graphique un peu plus épuré où on a enlevé les barres roses du TDAH. Je m'excuse, j'ai juste coupé un micro parce que le micro qui est ouvert. Voilà. Navré pour la personne à qui j'ai coupé le micro. Voilà, donc le même graphique qu'ici. Voilà, le même graphique qu'ici, mais en plus gros. Et puis, je vous ai remis ici les p-valeurs. Donc, on a des différences significatives entre ces trois groupes. Donc, on pourrait se dire, OK, différences significatives, même sur l'échelle émotionnelle, je prends un cutoff ici à 30%, et ça me discrimine mes HP versus mes contrôles. Ça, c'est vraiment la vision, on va dire, très statistique. Alors, si on avait 6000 patients, je pense qu'on le ferait. En l'occurrence, on en a 10, donc on va rester prudent et on va regarder quelque chose de très descriptif, c'est-à-dire qu'on va regarder le minimum d'un patient HP, celui qui a coté le minimum sur cette échelle, versus le contrôle qui a coté le maximum, pour voir si la différence elle reste assez large. Et puis, clairement, ce n'est pas l'idée de faire un centilage, surtout pas avec 10 personnes et une distribution pas normale. Mais on va quand même regarder ce que ça donne, on va mettre une petite flèche, ce que ça donne si on enlève un écart type et demi ici, et si on en rajoute un écart type et demi ici. Et puis, cette comparaison entre le minimum observé et une projection de 1,5 écart type, on va voir si cette différence elle reste quand même suffisante pour utiliser l'échelle en clinique. Donc sur l'échelle HPI, la personne qui cote le plus bas, c'est 67%. Si on enlève un écart type et demi, on arrive au niveau de cette flèche orange, donc on arrive dans cette région-là, on va dire, en tout cas qualitativement et de façon descriptive, sur un peu le minimum qui serait observé chez les HP. Si on fait le même exercice, mais en sens inverse chez les contrôles, on a 15% maximum sur cette échelle, et puis virtuellement, on va dire, en ajoutant un écart type et demi, on arriverait là.
Donc, en fait, la différence entre ces deux observations, elle est quand même suffisamment large pour se dire qu'on peut tenir compte de cette échelle pour discriminer des contrôles par rapport à des vrais patients HP. Et on a mis à la fin quelques cut-offs, mais on a mis des fourchettes volontairement, parce que l'idée, c'est pas de vous dire attention, nos analyses tellement bien faites sur 10 patients disent qu'il faut un cut-off à 43%. Ça n'aurait aucun sens de vous dire ça. Par contre, si on prend un cut-off autour des 50, après si on veut être un petit peu plus large et plus sensible, on va mettre le cut-off peut-être à 40, si on veut être un petit peu plus spécifique, un petit peu plus sévère, on va le monter un peu plus haut. Et ça, c'est votre utilisation de l'outil, c'est votre appréciation aussi du patient que vous avez en face, c'est votre expérience avec ces problématiques qui va vous permettre d'avoir un cut-off qui sera en fait votre cut-off qui va peut-être un peu varier, on va dire entre 40 et 50% en fonction de la personne et en fonction du reste de son profil. De nouveau, analyse qualitative d'un profil. Même exercice sur l'échelle émotionnelle, où on voit qu'il y a cette différence significative, mais le minimum, il est à 21, donc il est au sommet de l'écart type, ça donne déjà pas, enfin, c'est déjà pas un très bon signe. Et puis si on fait le même exercice là, ben on voit que le maximum, il est là au-dessus. Donc en fait, cette échelle, elle ne va pas du tout servir à discriminer, puisque dans les faits, on observe chez nos patients des scores plus bas chez les HP et plus hauts chez les contrôles. Donc malgré la différence significative, c'est une échelle qui clairement va tomber, en tout cas dont il ne faut pas tenir compte en l'état actuel, hormis pour les items discriminants, bien évidemment. Et puis l'échelle totale qui garde cette différence, même si elle est un peu contaminée par la sous-échelle émotionnelle, en faisant le même exercice, on garde quand même une bonne différence entre les deux. Donc, si on veut comparer des HP par rapport à des contrôles, si on a l'impression qu'en face, on n'a pas un patient TDAH, mais qu'on suspecte un HP, on peut se fier sur la sous-échelle intellectuelle et puis sur l'échelle totale, l'échelle dite aussi spécifique. Donc, plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'objectif d'argument en faveur ou en défaveur d'un HP. Et puis, finalement, une impression confirmée que cette sous-échelle émotionnelle, en l'état, elle n'est pas très utile, puisque déjà, elle n'est pas très utile avec des contrôles. Même exercice d'aller analyser juste les résultats entre deux groupes. Donc, de nouveau, c'est les résultats HP et TDAH repris, mais en comparant uniquement ces deux populations. Là aussi, on avait des différences significatives partout, sauf pour la sous-échelle émotionnelle. Et là, clairement, on voit tout de suite que ça n'aura pas de sens de vouloir l'utiliser pour discriminer. Et on va faire le même exercice qu'avant, donc c'est les mêmes scores qu'avant chez les HP, c'est toujours les mêmes patients. Donc un minimum à 67 et puis un écart type et demi ici autour de 63, par là autour. Vous voyez déjà l'écart type des TDAH, le plus haut observé, il est à 50. Donc la différence entre 67 et 50, elle existe, mais ça se rapproche quand même. Et puis surtout, si on prend un écart type et demi, on arrive au niveau du seuil minimal du HP. Donc, on ne peut pas tenir compte de cette échelle-là si en face de soi, on a un patient TDAH qui pense aussi être HP, mais qui ne l'est pas, parce qu'il y a un fort risque de faux positifs en utilisant cette échelle avec cette population-là. Bon, l'échelle émotionnelle, c'est vraiment pour l'exercice de style, mais on voit que la tendance, elle serait même plus élevée à côté dessus chez les TDAH que chez les HP, donc là, clairement, à ne pas tenir compte. Et puis, l'échelle totale, si déjà la sous-échelle intellectuelle, on ne peut pas trop en tenir compte, ça va être dur quand elle sera contaminée par la sous-échelle émotionnelle. Et c'est effectivement ce qu'on observe. De nouveau, dans les faits, en pratique et en analyse descriptive des résultats, entre TDAH et HP, le HTTP, enfin l'échelle HP, ne permet pas directement de prime abord de faire une vraie distinction entre ces deux populations. Mais, et je ne l'ai pas mis pour les contrôles parce que c'était évident, les fameux items discriminants, le pourcentage d'items discriminants côté plus 2, on voit que là, on est déjà un peu plus rassuré sur les écarts types, qui restent à peu près le même pour les HP, qui est un peu réduit chez les TDAH. Et si on fait le même exercice qu'avant, alors, vous me direz, la différence, elle n'est pas énorme, on est d'accord. Mais elle existe, et elle existe avec une analyse qui n'est pas une analyse statistique, qui nous dit oui, oui, il y a une claire différence significative, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Si on prend la cotation la plus haute envisageable par les TDAH et la cotation la plus basse envisageable par les HP, on a encore une différence entre les deux.
Donc, ces items discriminants, ce pourcentage d'items discriminants, il pourrait être une piste pour essayer de faire la part des choses si en face, on a un patient TDAH qui aurait tendance justement à coter un peu haut. Bien sûr, comme j'ai dit avant, si le patient il a TDAH et HP, c'est autre chose, on n'est pas sur ce même genre d'analyse et d'analyse de profil. En résumé, pour la pratique, c'est-à-dire que là, je ne vais pas tenir compte des résultats statistiques et des p-valeurs, ça n'aurait pas trop de sens, mais en résumé, je vous ai mis Captain Obvious parce que c'est un peu ça, hein. On construit un outil, on va chercher des questions TDAH pour brouiller les pistes dans des bons outils, et il se trouve que ces bons outils fonctionnent bien. Donc, voilà. Néanmoins, ça fonctionne. C'est toujours bon à savoir, y compris dans une version d'auto-questionnaire où les questions ne sont pas faciles à identifier. Je ne dis pas qu'il faut remplacer la diva et l'entretien, enfin la diva et l'entretien, c'est un pléonasme, par le HTTP uniquement, clairement. Mais c'est intéressant de voir que c'est discriminant sur toutes les sous-échelles et sur l'échelle totale. Et ici, on vous a mis quelques fourchettes de seuil, mais vraiment à prendre avec des pincettes. C'est notre appréciation en l'état actuel des résultats, mais n'allez pas noter ces cut-offs quelque part dans un classeur de normes, ce n'est pas du tout le but. Je pense à l'heure actuelle que rester descriptif et qualitatif, avec en tête un peu ces fourchettes de cut-off, de seuil clinique, c'est ça qui a du sens, à notre avis. Donc, du coup, le contrat est quand même réussi par rapport à la pertinence de l'échelle TDAH. Pour l'échelle HP versus les contrôles, on a vu qu'il y avait une discrimination qui pouvait se faire via l'échelle totale comme via la sous-échelle intellectuelle, donc un contrat assez bien rempli quand même, et pas de discrimination ou discrimination insuffisante pour la sous-échelle émotionnelle, tel qu'un peu attendu, en tout cas pas surprenant dans l'analyse des résultats, vu que cette sous-échelle est déjà plus décriée dans la théorie sur le HP, et puis qu'elle a été construite un peu avec des items pourtant tout autant sur des aspects émotionnels, type l'empathie ou l'altruisme, que sur des hypersensibilités. Donc voilà, c'était assez vite couru d'avance qu'elle n'allait pas montrer quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, ça aurait un peu remis en question peut-être certaines conceptions. Et puis, comme on vient de le voir, si on regarde HP versus TDAH, malheureusement, on ne peut rien discriminer sur la base juste des sous-échelles HTTP. Par contre, si on prend en compte ce pourcentage d'items discriminants directement calculé dans le fichier de cotation, on peut envisager peut-être qu'avec un seuil autour des 50%, on aurait un élément discriminant en faveur ou en défaveur de la problématique. Voilà pour quelques résultats individuels, pour juste voir l'exemple d'un profil individuel et les résultats de groupe en l'état actuel. J'avais dit au début qu'il y avait une cinquantaine de patients et contrôles. Ici, vous en voyez la moitié présentée. Alors, ce n'est pas que les autres, les résultats étaient tellement mauvais qu'on voulait surtout les cacher. On a des résultats très intéressants aussi de gens qui sont des patients psychiatriques, mais sans aucune des trois problématiques. Et c'est intéressant de voir le profil que ça donne. Mais ce seraient des analyses individuelles plutôt que de groupe et qu'on n'a pas encore poussé vraiment à l'extrême. Peut-être aussi parce que la psychiatrie en tant que telle n'est pas notre domaine absolu de prédilection et ni même d'expertise. Je vais laisser Sandra vous parler un peu plus maintenant de l'aspect discussion, avec au regard de ces résultats et de ce que dit la littérature, qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour compléter le HTTP, puisque comme je l'ai dit au début, le HTTP, ce n'est pas un questionnaire, on diagnostique le HP et on renvoie le patient à la maison parce qu'il a suffi à faire ça. Merci. Alors déjà, si on rétropédale un petit coup et qu'on s'intéresse à d'autres facteurs que le facteur purement intellectuel aussi du HP, bien, il y avait ces fameuses caractéristiques socio-émotionnelles des personnes HP, où on entendait beaucoup aussi dans les médias qu'il y avait un fonctionnement qui était différent. Alors, certes, il y a des études qui montrent des caractéristiques socio-émotionnelles un peu exacerbées chez certaines populations, mais en lien aussi avec ce que Vincent vous a présenté par rapport aux résultats de notre échelle HPE, il y a aussi gentiment un consensus qui va plutôt dans le sens qu'il y a plutôt une similarité de fonctionnement entre les personnes HP et les personnes non HP sur ces caractéristiques. Il y aurait, je prends aussi beaucoup de guillemets, mais il y aurait pas forcément plus de tendances dépressives, anxieuses ou bien des tentamènes,
Il n'y a pas forcément plus de difficultés relationnelles au niveau marital, amical, professionnel. Et puis, il y aurait un niveau similaire de bien-être, de stress, d'agréabilité, et puis en ce qui concerne les habiletés sociales. Voire même, en tout cas, dans passablement de documents qu'on a lus, il y aurait même un petit effet protecteur du HP sur ces aspects-là. Et ça ne veut pas dire que les personnes HP, elles n'ont pas de problèmes socio-émotionnels, ou elles ont peut-être significativement moins de problèmes socio-émotionnels. Si on parle un petit peu de la vignette JA, on verra en tout cas que c'est un joli contre-exemple, mais en tout cas, il n'y aurait pas forcément de différence sur ces aspects-là. On a eu beaucoup entendu parler d'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, c'est aussi un peu savonnette, hein, ce concept d'hypersensibilité. En tout cas, dans les lectures aussi qu'on a faites, il n'y aurait pas forcément plus de personnes hypersensibles au niveau sensoriel et émotionnel chez les HP que chez les non-HP. Il y avait aussi ce concept d'hyperstimulabilité, en anglais overexcitability, qui avait été développé par Dabrowski. Dabrowski qui postulait qu'il y avait cette sensibilité qui était plus élevée sur 5 domaines, le domaine intellectuel, émotionnel, imaginatif, sensoriel et psychomoteur. Et puis, d'autres auteurs, un peu plus tardivement, ont analysé justement cet aspect-là et ont eu des arguments un peu plus solides pour dire, en fait, l'hyperstimulabilité, ce n'est pas forcément un construct en soi, un concept en soi. Il y a de fortes chances, en tout cas pas mal d'arguments, pour aller dans le sens que ça fait plutôt partie de traits de personnalité, plutôt sur la dimension ouverture, si on prend le modèle océan, des traits de personnalité. Et puis que, effectivement, on aurait peut-être un tout petit peu plus d'ouverture, notamment sur le plan intellectuel et imaginatif chez les personnes HP. Mais on entend aussi souvent ce sentiment quand même d'être à part, d'être un peu différent des autres. Et puis, il y a aussi, il peut peut-être y avoir une dysynchronie chez l'enfant dans les intérêts, dans le développement de certaines compétences qui font que les personnes se sentent un petit peu à part. Pour certains auteurs, ça peut légèrement entraver le fonctionnement social, mais ils insistent sur le légèrement. Et puis, il y a aussi les fameuses stratégies de camouflage qui seraient un facteur de risque pour développer des difficultés psychologiques. Un autre aspect, alors qu'on a trouvé intéressant à développer, parce qu'il est quand même présent dans les modèles qu'on vous a présentés, c'est la créativité. Et on nous dit souvent, le HP, ce n'est pas qu'un score au QI, ce n'est pas que l'intelligence, mais au final, qu'est-ce que c'est d'autre aussi? Donc, on a fait des hypothèses, on a regardé aussi dans la littérature, on s'est posé la question, quelle est la place de la créativité au sein de ce concept plus général de HP. C'est déjà intéressant de définir qu'est-ce qu'on entend par créativité. Moi, j'ai trouvé la définition de ces auteurs intéressante. Donc, ce serait la capacité à produire quelque chose de nouveau et d'original, mais tout en respectant des contraintes qui sont imposées par l'environnement. On parlait avant dans le méga modèle du Little C et du Big C. Alors là, c'est le mini C, un continuum du mini C au Big C. Le mini C, par exemple, ce serait ce qu'un tout jeune enfant est capable de faire, par exemple, pour attraper un objet qui est hors de sa portée, et puis de lui-même prendre un râteau ou quelque chose pour attirer l'objet vers lui, jusqu'au Big C, qui est vraiment les grandes réalisations qui ont bouleversé l'humanité, par exemple les théories de la relativité générale et restreinte d'Einstein, etc. Au milieu, un peu plus du côté du Big C quand même que du Mini C, on peut parler du Pro C, qui est en fait ce qu'un expert dans un domaine peut réaliser et qui transforme un peu ce domaine. Par exemple, on peut se dire que l'idée de différencier les processus d'encodage et de récupération mnésique en amenant une phase d'indissage après un rappel libre, c'était plutôt une bonne idée. Lorsqu'on parle aussi de créativité, on parle aussi souvent de deux types de pensées en fait, qui reflèteraient le concept de créativité, la pensée divergente exploratoire et la pensée convergente intégrative. En quelques mots, on parle de pensée divergente exploratoire lorsque on est capable de générer de nombreuses propositions à partir d'une situation.
Et si on prend par exemple la métaphore de la recette de cuisine, eh ben, ce serait la faculté d'imaginer plusieurs recettes à la base d'un ingrédient. Et puis la pensée convergente intégrative, eh bien, c'est l'inverse, hein. Donc c'est le fait de produire une réalisation en intégrant plusieurs éléments. Donc par exemple, d'imaginer une recette à la base à partir de plusieurs ingrédients qui ont été imposés. Et ces deux types de pensée, ils peuvent être dissociés, mais il est quand même nécessaire de les mutualiser lors de la réalisation, par exemple, d'une performance. On est quand même un petit peu embêté avec cette créativité, puis comme on va le voir plus tard, c'est comment est-ce qu'on la mesure, cette créativité. Il n'y a pas simplement d'auteurs, depuis en tout cas les années 60, qui ont proposé des tâches pour évaluer cette créativité, essayer de l'objectiver, mais ce sont des épreuves qui sont globalement quand même peu applicables en clinique. Elles sont longues, elles sont peu écologiques, difficiles à scorer. Souvent, il y a besoin de plusieurs juges. Et puis, on a des mesures qui font un petit peu trop appel à la subjectivité et dépendante aussi des aspects culturels. Et c'est là que Olson et collaborateurs ensuite ont proposé une tâche en 2021 qu'on va peut-être brièvement vous présenter ou un petit peu plus en détail en fonction du timing, qui est la Divergent Association Task, qui consiste en fait, qui est du coup rapide et qui est plus objective puisqu'elle consiste à donner 10 mots les plus distants possibles sémantiquement ou dans leur usage les uns des autres, et ça on doit le faire en 4 minutes, et puis c'est ensuite un algorithme qui va mesurer l'écart en fait entre les différents concepts et puis qui va donner un résultat. Créativité et intelligence, eh bien, ce sont des aspects qui sont de plus en plus considérés comme deux concepts différents et pas simplement comme deux composantes d'un plus gros concept, en fait. Et ces deux concepts qui seraient modérément corrélés jusqu'à un certain seuil d'aptitude. Certains auteurs, alors je l'ai mis, j'aurais peut-être pas dû le mettre, hein, mais certains auteurs parlent d'un seuil QI à 120, alors à prendre avec 800 pincettes, hein. Le message en fait qu'il faut plutôt retenir, c'est que le lien entre intelligence et créativité il serait plutôt de nature asymétrique. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est nécessaire, mais non suffisante au développement de la créativité. Et ça, c'est représenté par le graphe que vous avez à droite, où l'on voit en fait que plus on avance dans le quotient intellectuel, plus le lien entre quotient intellectuel et score de créativité se distend en fait. Moins la corrélation est forte, voire même de moins en moins présente, voire inexistante. Ça reste quand même ce lien une question très ouverte parce que comme on l'a vu, c'est compliqué de mesurer objectivement la créativité ou de manière en tout cas correcte la créativité. On se pose aussi la question, et les auteurs se la posent aussi, est-ce que les personnes qui sont plutôt à droite au niveau de l'axe du quotient intellectuel, est-ce qu'on a vraiment bien mesuré leur créativité pour leur donner des scores aussi bas en fait? Au final, ce que l'on retient de tous ces aspects-là, c'est que l'intelligence, elle est quand même au centre des différentes conceptions et modèles. Et quand on parle d'intelligence, c'est aussi dans le sens du facteur G. Mais ça reste un point quand même assez réducteur. Et on a vu qu'on a un large continuum en fait sur les représentations du HP avec des auteurs qui sont très permissifs, jusqu'aux représentations les plus strictes qui se basent sur un score seuil au test d'intelligence. La créativité, elle est présente dans plusieurs modèles, et c'est un concept qui serait bien distinct de l'intelligence. Et puis ce lien, il serait asymétrique entre ces deux concepts-là, mais c'est encore très ouvert comme question. On a vu aussi dans les modèles d'autres aspects qui semblaient aussi intéressants, ce sont les aspects motivationnels, en termes de persévérance, d'engagement dans la tâche, d'enthousiasme dans le fait de développer en fait des compétences dans un domaine particulier. Et puis enfin, les personnes HP ne différeraient pas qualitativement de la population générale, mais par contre, notamment en termes socio-émotionnels, hormis une petite différence sur la dimension d'ouverture du modèle ECM. Bon. Voilà pour la partie concernant plus les discussions en lien avec la théorie que Sandra a présentée au début, mais les discussions qui peuvent être faites par rapport aux quelques résultats qu'on a et surtout aussi par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour compléter
le HTTP dans le cadre d'une évaluation, dans le cadre d'une suspicion de haut potentiel. Donc, les deux dernières slides, avant de terminer cette présentation et de vous laisser la place ouverte aux questions, c'est le HTTP en tant qu'outil pour mettre en évidence des arguments HP, comment est-ce qu'il peut être complété dans ce cadre-là. Et puis, la dernière slide, ce sera un peu sur si le HTTP doit évoluer pour être encore plus pertinent pour des cliniciennes et cliniciens, qu'est-ce que nous, on aurait envie de faire, et surtout, on va ouvrir la discussion aussi sur ce que vous penseriez bien de faire. Comme je vous disais avant, pas forcément en cette fin de présentation où il y a eu beaucoup de choses et où vous allez recevoir par après le questionnaire et la cotation, mais dans les mois qui viennent, pour les gens qui seraient intéressés à garder contact et à nous faire bénéficier aussi de leur expérience en général et en particulier avec ce questionnaire pour une nouvelle version qu'on pourrait envisager, soyons réalistes, fin 2023. Alors, pour plus spécifiquement le HP, je reprends ici le dernier modèle qu'avait présenté Sandra dans la partie d'introduction théorique. Il y a cet aspect sur les compétences au-dessus de la moyenne, et comme elle l'a dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir absolument un score de QI de 130. D'ailleurs, QI IAG 125, 130, c'est presque un débat qu'on a un peu laissé de côté, je vous avoue, puisque l'idée, c'est le HTTP plus des choses à côté, et en l'occurrence, je pense que des gens qui voient des patients pour des suspicions de HP font un QI. Il y en a même qui le font pour d'autres problématiques aussi, bien sûr, mais ici, ça paraît assez logique, d'autant plus que c'est le seul outil qu'on nous met à disposition pour ça. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'on a des outils pour l'engagement dans la tâche, justement cette motivation à s'engager dans une tâche, à persévérer, etc. Alors ça, a priori, en tout cas de ma formation en neuropsy, j'avoue que on n'a pas parlé beaucoup de grandes choses là-dedans. Nous, on a trouvé plusieurs questionnaires, dont un, ici un questionnaire sur plusieurs dimensions chez l'adulte, un questionnaire donc, sur la motivation. À notre connaissance, pour avoir un petit peu cherché, il n'y a pas encore de validation en français. C'est peut-être son seul souci, entre guillemets. Je vous montre juste l'exemple ici. Donc, il a été validé en anglais, quand même dans une cohorte assez élevée, avec 5 dimensions qui touchent justement à cette motivation, persister dans la tâche, avoir une préférence, une inclination pour les défis, le plaisir d'être investi dans une tâche, le fait d'être absorbé par cette tâche, et puis le sentiment d'auto-efficacité dans les tâches en général chez ces personnes pour mesurer l'aspect motivationnel. Alors, dans l'article, il y a les questions, mais en anglais. Juste les traduire comme ça sur un coin de table pour utiliser leurs normes, ça paraît un peu compliqué. Néanmoins, ça peut être un début d'outil, en tout cas un début de réflexion sur un outil qui permettrait de cibler ce cercle-là. Pour cibler ces deux cercles, voir leur réunion ici au milieu, on peut se poser la question de savoir si une forme courte d'un questionnaire de personnalité, en l'occurrence ici le PIT-5, qui est le questionnaire de personnalité développé pour le modèle alternatif des troubles de personnalité du DSM-5, pourrait être un bon outil. Pourquoi? Parce que c'est une forme brève, donc c'est 25 questions. Donc en 25 questions, on ne cherche pas à diagnostiquer un trouble de personnalité, d'ailleurs, ce n'est pas notre métier. Par contre, ça donne 5 traits de personnalité. Malheureusement, ce n'est pas exactement les 5 traits du modèle Océan. Ça aurait été plus simple que tout tourne autour du modèle Océan par rapport à ce qui a été dit avant, mais les choses ne sont jamais simples. Il y a un trait de personnalité qui est la désinhibition, et il est opposé à la conscienciosité. Donc, on peut se demander si cet aspect de conscienciosité pourrait pas toucher aussi un peu au fait d'être engagé dans la tâche, de persévérer dans la tâche. Là, on est vraiment sur l'hypothèse d'un clinicien qui est neuropsychologue et pas psychologue, psychothérapeute ou psychiatre, mais c'est peut-être une piste à creuser. Sachant que le PIT-5, il est coté en 4 items sans point médian. Donc, les questions pourraient même être injectées à l'intérieur du HTTP, de nouveau pour brouiller les pistes, ou être fait en parallèle du HTTP. Voilà, ça, c'est de nouveau de la musique d'avenir, mais c'est, en tout cas, en tant que questionnaire tel quel, c'est un questionnaire qui pourrait être utilisé tout de suite en parallèle du HTTP dans sa version actuelle. Savoir que la version courte a été très bien validée, non seulement en anglais, mais aussi en français, avec des normes. C'est intéressant parce que les normes sont différentes entre des sujets francophones et anglophones. Voilà, c'est assez intéressant de voir qu'entre les cultures, les traits de personnalité n'ont pas les mêmes moyennes, ce qu'on pourrait bien s'attendre, mais c'est toujours intéressant à le voir.
Ici, si on veut essayer de toucher à la fois à l'aspect créativité, donc la dimension d'ouverture dont parlait Sandra avant, puis aussi au trait de conscienciosité, donc finalement de toucher directement à ces deux cercles, il y aurait la forme réduite en français, aussi validée en français, du Big Five Inventory, donc le modèle Big Five, le modèle océan. Donc là, ça touche directement aux dimensions du modèle océan qui a été évoqué dans la partie théorique, qui a été évoqué aussi juste avant par Sandra par rapport à ce qui pourrait différencier parfois des HP de non-HP. Et puis, on a parlé brièvement avant, la tâche d'association divergente qui n'existe qu'en anglais, puisque finalement, vous pouvez la passer si vous voulez. C'est une tâche donc, où il va falloir donner 10 mots, produire 10 mots qui soient le plus possible différents les uns des autres, avec quelques règles en termes de pas de vocabulaire spécialisé, pas de nom propre, parce qu'on va commencer à mettre thalamus, je ne suis pas sûr qu'ils le reconnaissent, quoique ce n'est pas que dans notre domaine. Alors évidemment, on peut la faire plusieurs fois, c'est assez illustratif, malheureusement qu'en anglais. Voilà quelques exemples qu'ils donnent sur leur site, hein, vous aurez la référence aussi après. Donc quelqu'un ici qui serait assez bas au niveau créativité par rapport à ce paradigme, cet algorithme. On est bien sûr sur de la créativité verbale, hein. La créativité, ça peut aussi être sur des aspects non verbaux, bien évidemment, mais là, je pense que c'est encore plus dur à le mesurer avec un test, y compris même un test en ligne. À moins de demander à des gens de faire des dessins les plus différents possibles, mais après, ça va être plus compliqué à traiter par l'algorithme. La moyenne qui se situe autour de 78 dans la cohorte des auteurs. Et puis, quelqu'un ici qui serait assez élevé sur cette dimension de créativité par rapport aux mots qui ont été produits. C'est assez intéressant de voir que le résultat à ce test, avec un maximum à l'heure actuelle observé de 96, parce que tout le monde peut passer ce test sur le site internet, le passer autant de fois qu'il veut, et puis du coup, pour l'instant, il y a plusieurs milliers de données. Avec les données extrêmes qui ont été enlevées, par exemple la personne qui fait le test pour rigoler puis qui essaie de faire le plus bas score, les sujets extrêmes ont été enlevés. Ce qu'on voit d'intéressant, c'est que le résultat de ce test, il suit à peu près la courbe qu'on connaît bien, qu'on a vu pendant nos études, de l'intelligence fluide par rapport à l'intelligence cristallisée. De nouveau, ça a été dit aussi avant, intelligence et créativité, c'est deux choses différentes, mais ça serait deux choses différentes. Il y a peut-être quand même des liens. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, l'intelligence. Donc, ça suit plutôt cet aspect fluide. On aurait pu l'imaginer. On aurait moins imaginé que ça suivait la courbe de l'intelligence cristallisée. Puis ici, un exemple d'une personne qui ne fait pas partie de la cohorte des 10 patients HP, quelqu'un chez qui on soupçonne fortement HP, mais on n'a pas pu le confirmer, qui a passé cette tâche, donc sujet francophone, mais qui l'a passé directement en anglais. En général, on parle tous un peu anglais. On peut toujours s'aider de DeepL ou Google si on a un super mot, mais qu'on aimerait savoir comment le mettre en anglais. Et puis, vous voyez, s'il y a un score à quasiment 92, donc au-dessus du centile 98 sur cette tâche, c'est un exemple, hein, vous avez la référence ici, donc allez vous amuser. Enfin, attendez encore la fin de la présentation et les questions, mais ensuite, allez vous amuser si vous avez envie de vous tester. Soit vous mettez les mots dans DeepL, puis vous les copiez-coller, soit vous les mettez directement en anglais si vous maîtrisez suffisamment cette langue. Donc voilà un peu les propositions de complément au HTTP. Alors la proposition du QI, c'est pas vraiment une proposition, je ne pense pas que vous découvrez quelque chose, mais d'autres choses qui pourraient compléter l'argument HTTP et l'argument QI pour aller, en termes de faisceau de preuves, en faveur ou en défaveur de la problématique HP. Et pour terminer, votre avis nous intéresse, votre avis est même important pour nous pour améliorer encore cet outil autant que possible. Les propositions qu'on aurait, ce serait de réduire, alors c'est que des propositions où je n'avais pas la place, mais pour mettre plein de gros points d'interrogation, pour justement voir aussi l'avis d'autres personnes et pas seulement de nous qui sommes un peu, enfin, la tête dans le HTTP, c'est un peu exagéré parce qu'on fait autre chose à côté, mais ce serait de réduire le nombre de questions, mais en essayant de ne pas perdre non plus le fait que plus il y a de questions, plus c'est difficile d'avoir un biais en faveur d'une problématique. Mais c'est clair que si on enlève les échelles partagées, il reste quand même 72 questions, donc ça reste un questionnaire assez bien rempli. Dans les échelles globales, ça on n'a pas encore regardé en détail, mais il pourrait y avoir quand même quelques questions
qui pourrait rejoindre une échelle spécifique, qui serait vraiment discriminante, mais qui se retrouve actuellement dans les échelles globales, donc à voir encore. On pense que conserver ces systèmes de cotation, d'éviter ce point neutre qui peut créer plus de variabilité, ça n'aurait pas trop de sens, d'autant plus qu'en conservant ces systèmes de cotation et en rajoutant pas trop de nouvelles questions dans les échelles des 3 problématiques, on peut conserver en partie, en tout cas, les résultats actuels pour la suite, donc ce qui est aussi assez intéressant. Et comme je l'évoquais avant, on pourrait ajouter soit en parallèle, soit directement dans le questionnaire, des questions de screening de la personnalité. Ce n'est pas l'idée de faire un MMPI complet déjà, parce qu'on n'a pas le temps. Deuxièmement, parce que, en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment légitime à utiliser, surtout à interpréter un MMPI ou des questionnaires un peu trop longs. Il y aurait le PIT 5 en 220 questions, la forme longue, mais comme son nom l'indique, elle est longue. Elle est encore plus longue que le HTTP, donc il y a un moment où si le patient il passe 1h30 à faire des questionnaires, ensuite l'anamnèse, elle risque d'être plus touchée par la fatigue qu'autre chose. Et puis, alors ça c'était aussi quelque chose, on a hésité au départ, ça me rappelle une récente discussion à la commission de reconnaissance avec, je crois, une personne qui participe à cette formation, c'est la problématique du syndrome de dysfonction non verbale, à laquelle je me suis intéressé il y a extrêmement longtemps, c'était pendant mon stage, c'était feu James Mayer qui m'avait parlé un peu de cette problématique, qui m'avait passé un peu la littérature, notamment de Rourke, donc qui date pas mal. Et puis ensuite, c'est vrai que ça n'a pas trop occupé mon quotidien. Néanmoins, de temps en temps, voilà, ça revient un peu à l'esprit. Et peut-être que sur une problématique comme le SDNV, eh ben, potentiellement, trouver des questions assez spécifiques à cette problématique pourrait être pas extrêmement difficile, notamment de par les problématiques ou les difficultés liées à l'hémisphère droit, liées au visio-spatial. Mais là, c'est clair que s'il y a dans l'Assemblée des gens qui sont plus spécialisés du SDNV et qui auraient envie de nous proposer des questions pour compléter, soit mettre une 4e problématique, soit supprimer par exemple la problématique TSA qui a peut-être moins de sens, en tout cas pour nous dans la consultation adulte ambulatoire dans un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est des questions un peu qu'on peut se poser, mais c'est vrai qu'ajouter des questions sur cette problématique-là, ça aurait probablement du sens.